pour mettre en exergue la lecture de l'organisation sur l'environnement des ressources humaines, nous allons faire référence à 8 lectures, à 8 logiques, à 8 pensées, à 8 courants, à 8 acteurs, aux chercheurs, aux théoriciens qui ont développé, chacun a développé un concept. Nous allons voir dans un premier temps Elton Maillot, qui a essayé de mettre en évidence la notion du groupe. Alors, grâce à Elton Maillot, on considère plus l'organisation comme étant une machine ou un centre de production, mais beaucoup plus un groupe social. Nous allons voir aussi l'entreprise comme mode de coordination avec partenaires. Alors celui-ci insiste sur l'importance de la coopération, l'importance de la coordination, l'importance de l'implication des gens au niveau de l'entreprise. Troisième approche que nous allons voir, c'est l'approche de Kulpeui, qui essaie de mettre en évidence la notion de leadership, ZAN, au niveau d'une entreprise. Pour lui, une entreprise, une organisation, ce n'est pas tout simplement une structure formelle, mais il y a des structures informelles. Et ces structures informelles donnent lieu ou font référence à la notion de leader, à la notion de pouvoir, à la notion de leadership. Nous allons par la suite poursuivre avec les deux auteurs qui ont marqué la théorie des organisations de point de vue motivation, à savoir Maslow et Herzberg. Le premier est la mise en évidence de la notion de pyramide de besoins. Le deuxième est là insisté sur la notion de deux facteurs de motivation ou le modèle factoriel. McGregor, à son tour, il a distingué entre deux comportements X et Y, comportement positif, comportement négatif. Et Likert, il a continué par rapport au travail de lui, il a développé une approche axée sur le site de leadership avant bien sûr de finir avec celle de Chris axée sur la théorie de l'apprentissage. Donc, ce sont, comme vous pouvez le constater, c'est quoi l'élément qui prime dans la logique des ressources humaines à travers ces auteurs? C'est quoi l'élément qui prime? C'est le social. C'est l'élément social. C'est-à-dire que pour l'éco des ressources humaines, il a écarté en quelque sorte l'approche économique des choses, il a écarté en quelque sorte l'approche ou la métaphore machine, et il a mis l'accent sur la notion justement de l'organisation en tant que groupe social, en tant que groupement humain. Alors nous allons commencer par Elton Maillot. Alors comme je l'ai dit, Elton Maillot c'est le père fondateur de l'école des relations humaines. Alors, selon Elton Maillot, une organisation, alors je donne votre attention par rapport à ce point. Alors, selon Elton Maillot, une organisation, c'est la production. Mais cette production, elle est assurée par qui? Elle est assurée par les hommes. Les hommes qui travaillent. Alors, elle a essayé de répondre à la question suivante. La question de Maillot, elle était simple, mais elle était cruciale dans le sens de l'analyse d'une organisation. Pourquoi? Vous savez, elle a posé la question suivante. Comment se comporte l'homme au niveau d'une organisation? Comment se comporte l'homme au niveau d'une organisation? C'est-à-dire, il a essayé de répondre à cette question en essayant d'expliquer est-ce que l'homme est isolé, c'est-à-dire il travaille de façon isolée dans un système, ou c'est quelqu'un qui cherche des relations et qui cherche à appartenir à des groupes. Donc vous avez deux tendances. Un comportement isolé, socialement parlant, et un autre comportement de quoi? D'appartenance. Voilà les questions, la question auquel il a essayé de trouver des éléments de réponse. Sachant que l'école classique, il considère l'homme comme étant quelqu'un qui est comment? Isolé ou il fait référence, il cherche l'appartenance? Isolé. Il y a de l'égoïsme. Parce que chacun il travaille, il cherche un salaire et il ne cherche pas de relation. Alors par contre, il a essayé de répondre à cette question. Alors pour répondre à cette question, il a fait référence à des tests, à des enquêtes d'observation. Il a mis en évidence la notion de groupe et la notion de dynamique de groupe. Alors, premier constat pour Elton Maillot, c'est que dans l'entreprise, il faut parler
où il existe des groupes. Alors la question que je vous demande maintenant, que je vous pose, c'est quoi? Comment peut-on définir un groupe? Qui peut nous donner une définition d'un groupe? Monsieur? Un ensemble de personnes. Est-ce qu'un ensemble de personnes c'est suffisant pour définir un groupe? Il y a des éléments très importants pour définir un groupe. Oui. Ils ont un objectif commun. Pas forcément. Parce que lorsque vous dites un objectif commun, vous êtes en train de parler d'une équipe. Une équipe, c'est un groupe, mais pas tout groupe est une équipe. Monsieur? Collectivement. Dans une usine, on peut constater plusieurs personnes qui travaillent collectivement, mais sans pour autant créer ou faire un groupe. Équipe. Vous êtes en train de définir l'équipe. Très très bien. Lorsqu'on parle d'un groupe, c'est un ensemble de personnes. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Mais lorsqu'on parle de cette union, de cet ensemble, elle est définie par quoi? Par le fait que les membres de ce groupe, ils partagent des points communs. Ils partagent des points communs. Ces points communs, ça peut être quoi? Les valeurs. Ça peut être la religion. Ça peut être les croyances. Ça peut être l'origine. Ça peut être l'idée, les idées. Ça peut être la région géographique. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui explique pourquoi ces gens-là forment un groupe. Donc, ils n'ont pas l'objectif commun. Ils n'ont pas l'objectif commun. Ils sont là ensemble parce qu'il y a quelque chose qui justifie leur existence. Lorsqu'on parle d'un groupe qui a un objectif commun, unique, alors là, on parle d'une équipe. Donc, s'il vous plaît, El Tombayo, il a mis en évidence la notion du groupe. C'est-à-dire pour lui, dans l'organisation, dans l'entreprise, il y a des groupes. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il a évoqué, il a analysé un autre terme plus important. L'autre terme de groupe, c'est ce qu'on appelle la dynamique du groupe. La dynamique du groupe. C'est-à-dire la dynamique du groupe. Qui peut expliquer ce point? Lorsqu'on parle de dynamique de groupe, il s'agit de quoi exactement? Alors, regarde, si vous voulez, pour vous illustrer cette notion de dynamique de groupe. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la taille du groupe. La taille du groupe. Alors, on a constaté que, avec le temps, plus le groupe est solide, plus sa taille augmente. Donc, un groupe, il ne reste pas le même dans le temps, à l'âge. Il y a des personnes qui s'ajoutent à ce groupe. Qui sont ces personnes? Ces personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes habitudes, les mêmes aspects, les mêmes idées, ainsi de suite. Donc, un groupe, il évolue avec le temps. Très bien. Deuxième élément. Est-ce qu'un groupe, il reste figé dans le temps? Il ne change pas de croyance, il ne change pas de structure, il n'y a pas un leader. À votre avis, est-ce qu'un groupe reste figé ou il évolue, il change de cette structure? Il change. Il change. Regardez bien s'il vous plaît. Le fait qu'on considère le groupe comme étant un élément qui change, on le considère comme étant une variable. Et les classiques, ils ont considéré donc et le groupe comme étant une donnée. Il change pas. Donc, c'est la première logique de Mayou, elle est claire. Dans une organisation, pas question de parler de l'homme tout seul. Dans une organisation, pas question de dire que l'homme n'a pas ce besoin d'appartenance. Dans une organisation, pas question de ne pas étudier la notion de groupe. Dans une organisation, pas question de ne pas évoquer la dynamique. Donc, ça c'est très important. Là, c'est très important. Parce que ça va nous pousser à quoi? À changer nos méthodes de travail. Donc, l'OST, on pose pas d'interrogation. Est-ce que dans ce cas-là, l'OST est fiable?
Alors, Nkomayo, elle a fait des expériences sur des groupes pour comprendre l'impact de plusieurs choses sur ce travail dans le groupe. Alors, ce qu'il a constaté, c'est quoi? Il a fait des expériences dans l'usine. Il a changé, par exemple, la qualité de l'éclairage, l'intensité de l'éclairage. Il a dégradé les conditions de travail. Normalement, lorsqu'on dégrade les conditions de travail, à votre avis, est-ce que la productivité va augmenter ou va baisser? Et bizarrement, la productivité dans ce cas-là a augmenté. Alors, comment peut-on expliquer ça? Je vous explique. Le fait qu'on a baissé, qu'on a rétrogradé les conditions de travail, ça a créé quoi? Ça a créé quoi au niveau des groupes? On a réduit l'intensité de l'éclairage. Ça a créé une certaine solidarité. Une certaine solidarité. Attention, les femmes et les hommes sont toujours payés sur la base de leur rendement. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le groupe, il a tendance à aider quoi? À aider la personne la plus faible. La plus faible dans son fonctionnement. Donc, l'approche systémique. Rappelez-vous d'un principe de l'approche systémique. On a vu 4 principes de l'approche systémique, n'est-ce pas? Le premier principe, c'était quoi? L'interaction, rétroaction, très très bien. Deuxième principe, la totalité. Eh bien, ce résultat est expliqué par la totalité. Lorsqu'une personne, lorsque 3 personnes travaillent d'une façon isolée, elles vont réaliser une production, ils vont produire. Leur production, c'est 30. Alors, lorsqu'on a réduit les conditions de travail, les 3 personnes vont travailler ensemble. Parce qu'il y a une contrainte. C'est quoi le point commun pour ces 3 personnes lorsqu'on a réduit l'intensité de l'éclairage? Le point commun, c'est quoi? C'est que les conditions de travail se sont dégradées. Alors, le point commun, le fait que ce point commun est partagé, elles ont travaillé ensemble. Et lorsqu'elles ont travaillé ensemble, ça a créé une productivité plus importante. La notion de quoi? La somme totale du groupe, elle est différente de la somme de la productivité de chaque personne. Donc on a constaté que, attention, la productivité ne dépend pas de la compétence de chacun, mais elle dépend de la compétence du groupe. Elle dépend de la solidarité du groupe. Elle dépend de la synergie sociale. La synergie sociale, c'est ça. Le groupe, lorsqu'ils travaillent ensemble, et donne lieu à une politique plus importante. Donc on a compris une chose, laquelle, c'est qu'on ne peut plus analyser l'homme abstraction faite de son groupe. Même quelque chose. Il faut qu'on analyse la position de l'homme au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation, tout en faisant référence à la notion de groupe. Donc voilà ce que les grands axes. Une simple reconnaissance ou connaissance par un individu du fait qu'il suit l'observation modifie son comportement. Premier élément qui est important, c'est que lorsque l'homme constate que la direction ou ses supérieurs s'intéressent à lui, à votre avis, est-ce que ça va améliorer ou ça va réduire son implication dans une entreprise? Ça va améliorer, c'est normal. On s'intéresse à la personne, on s'intéresse à ses conditions de travail, on s'intéresse à ses motivations. Automatiquement, c'est quelque chose qui va motiver la personne. Premièrement, lorsqu'on rencontre la personne, on n'a pas confiance. À votre avis, est-ce qu'elle a un impact positif ou négatif sur le comportement? Un impact négatif. Eh bien, voilà le premier élément. C'est que l'intérêt qu'on affiche pour le personnel, il modifie positivement son comportement. Voilà, la première fois, on dit attention, c'est quoi la conséquence de cette lecture? J'ai la conséquence de c'est que pour la première fois, on dit la motivation ne dépend plus de quoi? Des cours classiques? Du salaire. Mais attention, l'individu, il a besoin aussi de quoi? De l'intérêt. Voilà une première lecture cruciale au niveau de l'école, au niveau de l'approche de l'homme. Deuxième élément, l'intérêt porté aux ouvrières augmente leur productivité. Et
cela n'a rien à voir avec les conditions. La période de production, le conduit du travail, car la production augmente au produit. Ça signifie quoi? Qu'il y a des ouvriers, il suffit juste de s'intéresser à ces gens-là sans pour autant améliorer les conditions de travail. Il suffit juste de dire merci, il suffit juste de reconnaître le travail, de s'intéresser à la personne sans pour autant à ce que les conditions de travail soient importantes ou vraiment intéressantes pour que la personne travaille. Alors ça signifie quoi? Que l'homme, il cherche la reconnaissance. Alors l'homme commence à voir. Attention, on a passé d'un homme qui est rationnel à un homme qui est social. L'homme rationnel cherche quoi? Le salaire. L'homme social, non. Il cherche beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses portant sur le volet social, à l'instar bien sûr de la notion reconnaissance. Troisième élément, l'importance des relations interpersonnelles au sein d'un groupe, elle est significative. Ce qui est important pour la productivité, ce sont les relations dans l'unité, la cohésion et la relation entre les groupes. Ça, c'est important. Ça signifie quoi, s'il vous plaît? Les classiques. Pour avoir une bonne productivité, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les classiques. Pour avoir une bonne productivité. Pour moi, chacun. Oui, donner un salaire et diviser le travail. Donc, c'est appliquer le reste. Eh bien, pour Maillot, non. C'est pas ça qui compte. Si les gens se trouvent ou ils forment un groupe, et il y a des bonnes relations dans ce groupe, eh bien, la motivation va être très, très importante. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La logique de Taylor, lorsqu'on l'a appliquée, il a donné lieu à des conflits. Il a donné lieu à des... On a vu ça par rapport à la lecture de l'écologie de ressources humaines. Il a donné lieu à des conflits. Il a donné lieu à des problèmes de fonctionnement, à des mauvaises relations entre les gens. Automatiquement, la productivité n'était pas vraiment à la hauteur. Donc, pour les relations humaines, surtout pour moi, attention, la qualité d'un travail, la productivité d'un travail et la continuité d'un travail dépend de la qualité des relations interpersonnelles. Ça signifie quoi? Il faut instaurer dans l'organisation un bon climat social. C'est quoi un bon climat social? C'est un climat caractérisé par quoi? C'est la paix sociale. Comment peut-on définir un bon climat social? Par quoi on peut dire, sur quelle base on peut dire que cette organisation, elle a un très bon climat social, alors que celle-ci, elle a un mauvais climat social. À votre avis? Oui? Oui, on dit bonjour le matin, c'est sûr que on dit bonjour le matin. Alors, oui? Mais la relation, comment peut-on mesurer la qualité de relation? Et la cohésion, oui, mais comment? Il y a un indicateur important. Ce n'est pas la communication, c'est les conflits. Le taux de conflit. Si vous avez beaucoup de conflits, c'est ce que vous avez une mauvaise communication, vous avez une mauvaise relation, vous avez énormément de choses qui sont négatives. Alors, ceci dit tout simplement qu'il faut instaurer un bon climat qui est important. Un autre élément, la mise en évidence de l'importance du leader et son style. Attention, lorsqu'on dit un groupe, automatiquement, on fait référence à qui? Un leader. Parce qu'on ne peut pas trouver un groupe homogène à HTML. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui guide. Qui voit, qui guide, qui oriente et qui pilote, ou qui joue le rôle du chef de ce groupe. Donc ceci dit quoi? Qu'il y a le manager et il y a le leader. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à ce leader et aussi à son style. Comment il gère l'équipe? C'est pour cette raison qu'on dit attention. Chaque groupe, c'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs, même point commun, mais qui sont guidées par une personne. Et il faut faire attention au leader. On est ici dans quelle structure? Informelle. Excellent. On est dans la structure informelle. C'est pour cette raison qu'on a dit attention. Il y a les normes informelles, il y a des leaders informels. Alors ceci dit quoi? C'est quoi la principale lecture ou le principal enseignement de cet auteur? C'est que on ne peut plus considérer
l'organisation comme étant une structure qui est formelle, premièrement. On ne peut plus analyser l'homme en tant qu'agent isolé. Deuxièmement, on ne peut plus agir dans une organisation sans faire appel à la notion de leader et de leadership. Donc ceci dit qu'il faut vraiment analyser l'organisation à travers cet aspect. Alors, voilà la première lecture. La première logique, c'est la logique de l'homme. La deuxième logique que nous allons voir, c'est la logique de Barnard. La logique de Barnard porte sur deux points, deux éléments. Regardez surtout les deux éléments sur lesquels elle porte. D'abord, la distinction entre l'organisation formelle et informelle. Et deuxième élément, la cohésion d'un groupe. Bon, elle a essayé de poser une seule question, qui est importante. Comment peut-on définir, comment peut-on analyser la cohésion d'un groupe au niveau d'une organisation? Ben, elle a constaté, pour commencer, qu'une organisation, avant tout, elle peut être formelle. Elle peut être formelle. C'est quoi une organisation formelle? Vous avez un directeur, vous avez un responsable, vous avez des managers. C'est des choses qui sont claires. Mais elle a constaté que dans la formalisation, il y a l'informel. Dans la formalisation, dans le formel, il y a l'informel. Le problème, c'est quoi? C'est que cet informel peut constituer un point positif, c'est quelque chose qui va stimuler la production, comme il peut être quelque chose négatif qui peut bloquer la production. C'est pour cette raison qu'il s'est interrogé sur la notion de cohésion. Quels sont les éléments qui justifient la cohésion d'un groupe? Justement, c'est d'abord on partage de points communs. Alors, on va traiter bien sûr cet aspect de suite. Alors, s'il vous plaît, Barnard, regardez bien comment il a défini l'organisation. Il a défini l'organisation comme étant un système de coopération auquel adhèrent à des degrés variables les individus qui en font partie. Regardez le premier élément, un système de coopération. C'est quoi l'élément de plus qu'il a ajouté cette personne? La coopération, oui, mais c'est-à-dire. Oui, c'est très important cet aspect de coopération. Il a un impact significatif sur le fonctionnement de l'organisation. En fait, pour l'organisation scientifique de travail, pour les classiques, il considère que l'homme, elle est comment? Elle est obligée, elle est dans l'obligation de quoi? De travail. Le fait qu'il adhère à la logique du chef, le fait qu'il exécute les ordres, qu'il lui remplace les consignes, qu'il applique les procédures, et bien parce qu'elle est dans l'obligation. Et bien, Barnard vous dit non. Le fait que les hommes, ils sont là, et c'est à titre volontaire. Donc on ne peut plus parler de quoi? De l'exécution, mais on peut parler de la coopération. Alors la coopération, ça signifie quoi? Qu'une personne adhère à la logique de l'organisation d'une façon volontaire. Il participe d'une façon volontaire. Bien sûr, il y a une contrepartie. C'est le salaire. C'est les primes, c'est tout. Mais il y a cet aspect de volontariat. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'exécuter les ordres. Si jamais elle trouve que ces ordres ne sont pas logiques, il quitte tout simplement l'entreprise. Donc pour la première fois, quand on considère que le travail dans une organisation, il est axé beaucoup plus sur la coordination et la coopération, et non plus sur la menace. Vous savez, l'école classique, elle a utilisé le système 40-20 ans, la Hassan al-Jaza. C'est-à-dire, soit tu adhères, soit tu seras puni, soit tu seras sanctionné. Et bien la logique de Barnard, non, elle sort de cette vision réductrice de la réalité. Donc pour lui, il existe au niveau de l'organisation des actions conscientes et délibérées d'individus et de groupes. Il y a des actions, on connaît bien, conscientes. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans une organisation, lorsqu'on adhère à une organisation, on peut créer des groupes. Donnez-moi un exemple typique d'un groupe qui a été créé à l'époque et aujourd'hui il est toujours là. Elle défend toujours les intérêts des ouvriers. C'est le syndicat. Donc pour lui, pour Barnard, dans toute organisation, on peut créer des
des actions. Et ces actions donnent lieu à des phénomènes. Parfois, le groupe peut dire, eh bien nous, on arrête de travailler parce que les conditions sont mauvaises. Nous, on arrête de travailler parce que les conditions sont déplorables. Nous, on arrête de travailler parce que le salaire, il est faible, voire même éphémère. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que dans une organisation, le groupe commence à être quoi? Un groupe de quoi? De pression. Un groupe de pression. Qui peut m'expliquer la signification d'un groupe de pression au niveau d'une entreprise ou d'une organisation? Ça signifie quoi? Que la décision qu'on va prendre, peut-être elle sera rejetée par le groupe. Pour la première fois, attention, on considère le groupe comme étant une contrainte ou une menace. Exemple, on a décidé d'augmenter les heures de travail de 8h à 10h. Si le groupe social est fort, elle est solide, et bien automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refuser. Il va mettre en place des grèves. Il va refuser d'y adhérer. Il va boycotter la production. Il va bloquer la production. Et bien automatiquement, on est devant un groupe de pression. Donc pour Barnard, la meilleure solution, c'est quoi? C'est qu'il faut insister sur la coopération. Au lieu d'imposer, il faut essayer de quoi? D'impliquer. Au lieu de dire il faut faire, vous allez demander l'avis des gens sur ce qu'il faut faire. Au lieu de mettre en place une approche autoritaire, vous allez mettre en place une approche participative, consultative, démocratique, mais pas forcément autoritaire ou autocratique. Alors, ça, attention. Pour la première fois, quand on commence à parler de la possibilité de quoi? De partage de décision. Et automatiquement, vous êtes le directeur, vous êtes le chef. Vous pouvez prendre une décision. Mais il ne faut jamais oublier que votre décision peut-être ne sera rejetée par votre groupe. C'est pour cette raison qu'on insiste sur la notion de coopération. Il faut pousser les gens à s'impliquer, à coopérer, et non pas tout simplement les considérer comme étant des exécutants. C'est pour cette raison, Barnard, il a mis en évidence le rôle des dirigeants. Un âge dans le dirigeant, parce que c'est eux qui centralisent, on décentralise la décision. Donc, s'il vous plaît, Maillot, il a considéré le groupe comme étant une variable qu'il faut prendre en considération. Il y a des attention, au niveau de l'organisation, il y a le groupe, il y a la dynamique du groupe. Il faut le prendre en considération. Barnard, il a dépassé cette logique. Il a dit oui, il y a le groupe, il y a la dynamique du groupe, mais il ne faut pas oublier que ce groupe, elle peut bloquer le fonctionnement de l'organisation. Donc il faut insister sur la coopération, sur l'implication des gens. Donc, attention, on est en train de présenter l'organisation beaucoup plus comme étant un groupe social. S'il vous plaît, je pose une question. Est-ce que l'école des relations humaines, elle est venue pour remplacer l'école classique? Non. Elle est là juste pour compléter. Il y a rien. On a toujours les méthodes de travail. Là, si vous les adaptez, parce que deux points de vue productifs ou deux points de vue production, elles sont très, très performantes. Mais il y avait un élément qui manque, c'est cet intérêt pour l'humain, c'est cet intérêt pour le social. C'est pour cette raison, Barnard et Maillot, ils ont développé cette logique. Alors, nous allons voir maintenant la troisième logique. C'est la logique de Kirkwood. Alors, regardez les deux éléments de Kirkwood. Il y a le leadership, il y a la dynamique de groupe. Alors, s'il vous plaît, si je vous pose une question, c'est qui, comment peut-on définir un leader? Zayn. Comment peut-on définir un leader? Ouais. Qui peut me définir le leader? Qui possède la capacité d'influence. C'est la capacité d'avoir une influence sur un groupe, d'exercer l'attention à un groupe. Très bien. Quand l'attention, même le manager peut avoir une influence. Le pouvoir de décider, de décision. D'accord. Ok, oui.
L'autorité pour diriger les personnes. Très bien. Alors là, s'il vous plaît, je demande toute attention, parce que nous allons consacrer ça par la suite dans les différentes approches qui suivent. Alors, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de leadership, on est dans l'obligation d'évoquer deux principes. Il y a le premier principe, c'est le principe pouvoir. Deuxième principe, c'est le principe autorité. Alors, l'autorité, c'est quoi en fait? L'autorité, lorsqu'on s'interroge, on se parle d'autorité, c'est quoi l'autorité? C'est un pouvoir légal. C'est-à-dire un pouvoir légal. C'est un pouvoir généralement issu du quoi? Issu du statut de la personne. C'est-à-dire issu du statut de la personne et issu de son niveau hiérarchique. Et là, c'est un pouvoir légal, c'est un pouvoir qui est justifié par la structure. Exemple, vous êtes mon chef, vous êtes mon supérieur hiérarchique, vous avez l'autorité sur moi. Donc, qu'est-ce qui explique ici l'autorité? C'est le lien hiérarchique. C'est ça l'autorité. Lorsqu'on dit le pouvoir, non. Je peux influer, je peux avoir une influence sur votre comportement, votre position, votre opinion, vous aider, sans pour autant à ce que je sois votre supérieur hiérarchique. Et le pouvoir, c'est une relation d'influence entre deux personnes, A et B. Lorsqu'on dit A, il a le pouvoir sur B, ça signifie quoi? Que A, il arrive à avoir une influence, à exercer une influence sur B. Il exerce une influence sur B. Elles sont dans le même niveau hiérarchique. La question qui se pose, dans quel cas A exerce une influence sur B? Dans quel cas? Quelles sont les conditions pour dire que B, elle est influencée par A? Et bien, dans une seule situation. C'est lorsque A, il dispose d'une ressource. Cette ressource, elle est valorisée par qui? Par B. C'est-à-dire que A, il a quelque chose que B apprécie. Il a quelque chose que B valorise. Ça peut être quoi? L'expérience. Ça peut être la compétence. Ça peut être l'ancien et ça peut être l'âge. Ça peut être l'argent. Ça peut être l'argent. Ça peut être l'information. Ça peut être l'origine. L'essentiel, c'est quoi? C'est que B, il a quelque chose. Bon, A, il a quelque chose qui lui permet tout simplement d'influencer et d'avoir un peu d'exercice. Dès le moment qu'on n'a plus cette ressource, ou cette ressource n'est plus valorisée, alors automatiquement B, elle perd le pouvoir de décision. Je vous donne un exemple pour comprendre un son de pouvoir. Alors, en fait, il y avait deux collègues. Un collègue, il avait une voiture. Alors le deuxième, il n'avait pas de voiture. Alors chaque fois qu'ils partent ensemble au travail, ils travaillent dans une entreprise dans les périphéries de la ville. Alors le premier, il passe chercher le deuxième et ils partent ensemble. Le deuxième, il n'a pas la voiture. Et chaque fois que le premier demande au deuxième de faire quelque chose, alors le deuxième, il le fait, elle achète. Parce que le premier, il a une ressource qui est valorisée par le deuxième. Laquelle? C'est la voiture. C'est la voiture. Et c'est très bien que pour le moment, il n'a pas la voiture. Donc c'est quelque chose qui lui permet simplement d'intégrer parce que c'est quelque chose qui exploite ensemble. Dès le moment que le deuxième, il a eu sa voiture, l'influence du premier collègue, elle a baissé. Elle a changé. Parce que la valeur, cette ressource, elle n'a plus de valeur. Vous avez la voiture, moi aussi j'ai une voiture. Donc par exemple, pour exercer une influence. Donc ça signifie quoi? Que dans une organisation, il faut être capable d'identifier ce qu'on appelle les zones de pouvoir. Les zones de pouvoir, c'est là où les gens exercent leur pouvoir. Donc lorsqu'on parle de leadership, à votre avis, est-ce qu'on parle beaucoup plus de pouvoir ou d'autorité? Lorsqu'on parle de zaïm, est-ce qu'on parle beaucoup plus de pouvoir ou d'autorité?
Très bien, on parle beaucoup plus du pouvoir. Le leader, ça peut être le gardien de la société. Ça peut être une femme de ménage. Ça peut être un homme de l'art, par exemple, l'artiste. Ça n'a rien à voir avec le statut au niveau de l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, pour Kurt Lewin, il a étudié le groupe, et lorsqu'il a étudié le groupe, il a mis en évidence les styles de leadership suivants. Alors, s'il vous plaît, regardez les éléments, le premier élément. Alors, pour lui, dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle l'interdépendance. Regardez bien ce que c'est ici. Vous avez des personnes interdépendantes. C'est-à-dire que dans un groupe, dans une entreprise, dans une organisation, il y a l'interdépendance des groupes. C'est-à-dire l'interdépendance des groupes. Qui peut expliquer ce point? C'est quoi l'impact de l'interdépendance des groupes? Les personnes sont interdépendantes. Ou les personnes sont dépendantes. Ça signifie quoi? Que pour agir, pour mettre en place une décision, je ne peux pas agir sur une seule personne, abstraction fait du groupe. Mais je dois agir sur l'ensemble. Je vous donne un exemple et je demande votre attention. Les 4 personnes suivantes, elles forment un groupe. Un groupe informé. Cette personne, c'est le leader. C'est elle qui guide, qui oriente et qui pilote ce groupe. Eh bien, j'ai constaté que notre groupe constituait un problème. Elle bloque le travail. Eh bien, j'ai décidé de licencier cette personne, qui est d'ailleurs le leader. À votre avis, est-ce que le groupe va rester les bras croisés ou ils vont se porter solidaires? À votre avis, est-ce qu'ils vont rester sans rien faire ou par contre, ils vont réagir à cette décision? Normalement, ils vont réagir. Ils vont mettre en place des grèves. Ils vont refuser la décision. Ils vont chercher le refuge, ils vont chercher l'appui auprès des autres collègues. Donc ça signifie quoi? Que dans une organisation, une décision à mettre en place doit avoir un impact collectif. Doit avoir un impact sur le collectif. Donc il faut étudier avant de prendre cette décision, c'est quoi ou quelles sont les conséquences, les répercussions sur la solidarité, sur la civilité, sur les relations entre les différentes personnes. Il y a cette notion d'interdépendance. Ben pour lui, il dégage 3 styles. Le style autoritaire, démocratique, et le style laisser-faire, permissif. Alors, c'est quoi le style autocratique, autoritaire? Regardez s'il vous plaît. Vous avez le leader et décide seul. C'est lui, le seul décideur. Dire les autres, ils sont là, mais ils n'apportent ni point de vue, ni participation, ils sont là juste pour exécuter les décisions. Alors, parfois, il faut donner lieu à une productivité légèrement supérieure, surtout lorsqu'on maîtrise la situation. Donc, le style autocratique, on l'applique lorsqu'on est les seuls qui décident. Deuxième style, le style démocratique, le style de leadership démocratique. Regardez bien. C'est un style où on consulte, on dialogue, on encourage avant de prendre la décision. C'est-à-dire, vous avez les membres de l'équipe, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'encourager, d'écouter, d'impliquer, de faire participer les gens. Et dans ce cas-là, on est beaucoup plus dans une logique de participation. C'est la meilleure méthode. Maintenant, le style laisser-faire, c'est permissif. On appelle souvent laisser-faire, laisser aller. Alors, c'est un style qui permet à la personne de quoi? Tout simplement de laisser le groupe toute l'initiative. C'est une méthode qui est négative, parce que lorsqu'on laisse au groupe la totalité de points de action, on risque d'avoir quoi? L'anarchie. Excellent, monsieur. On risque d'avoir l'anarchie. C'est pour cette raison, c'est très important d'expliquer et de comprendre les choses. C'est qu'il faut choisir le style selon, bien sûr, les caractéristiques de son groupe. Le style laisser faire, son principal problème, c'est quoi? C'est qu'il exclut le contrôle, il exclut l'encadrement, il exclut le suivi. Laissez faire, laissez faire. Je vous laisse la tâche de faire ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et bien là,
le manager ou le chef n'a plus de pouvoir. Dans ce fait, comme vous pouvez constater que lui, il a étudié ce qu'on appelle les mécanismes du groupe, comment les groupes fonctionnent. Et il a constaté que le fonctionnement d'un groupe dépend en fait du quoi? Elle dépend du style de leadership appliqué. Il y a des groupes qui sont enthousiastes, où il y a une bonne communication, c'est le style démocratique. Il y a des groupes par contre qui sont en quelque sorte mous, des groupes qui ne sont pas vraiment très poussés de point de vue de communication. On trouve le groupe ou le style autocratique. Par contre, on trouve un autre groupe où il y a vraiment l'anarchie totale. Tout le monde peut faire ce qu'il constate, ce qu'il considère comme important. C'est dans le sens, dans le style laisser faire, laisser faire. Voilà la logique de Kurzweil. C'est une logique qui permet d'expliquer le fonctionnement, la dynamique du groupe à travers, bien sûr, le style de leadership des personnes. Alors, nous allons voir maintenant la théorie de Maslow, la théorie des besoins de Maslow. Alors, pour vous expliquer ce point, je demande votre attention sur pour les classiques, la motivation, elle dépend de quoi? Du salaire. C'est-à-dire, payer bien, les personnes seront motivées. Mais on a constaté que pour avoir un bon salaire, une bonne rémunération, il faut faire quoi? Il faut travailler plus. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des points classiques. Travailler bien, travailler plus, il faut produire plus pour gagner plus. La question, est-ce que l'homme peut maintenir un rythme élevé de productivité? Est-ce qu'il peut maintenir ce rythme? Eh bien non. Parce que la capacité humaine, elle est limitée. Et l'expérience, elle a montré que la capacité, elle est décroissante. Au début, ça augmente, ça peut atteindre un niveau supérieur, mais avec le temps, elle devient inférieure. C'est logique, c'est normal. C'est la capacité humaine, on n'est pas des machines, même des machines. Donc, alors, automatiquement, l'homme considère que le salaire, c'est quelque chose d'intéressant pour la motivation. Mais pour avoir un tel salaire, il fallait se sacrifier. Et bien, la logique de motivation pécuniaire, de motivation financière, elle n'est plus suffisante pour expliquer le comportement des ouvriers et des salariés. C'est pour cette raison que Maslow, elle a identifié quelque chose. Elle a identifié un élément important. C'est ce qu'on appelle le besoin. Le besoin. Qui peut définir c'est quoi un besoin? Ouais? Je suis en train de faire Vas-y, monsieur. S'il vous plaît, vous avancez? Oui, monsieur. Très bien. C'est un sentiment de manque. Lorsqu'on parle de besoin, c'est un sentiment de manque. Et la nature humaine ne pousse toujours à quoi? À satisfaire ce manque, à se pallier ou à pallier à ce manque. Donc, pour Maslow, l'être humain, il cherche toujours à satisfaire des besoins. Et bien la question, elle était, quels sont ces besoins? Il a présenté 5 besoins et les a hiérarchisés. Ces 5 besoins sont, dans un premier temps, le besoin physiologique. Le besoin physiologique. Manger, boire, dormir, respirer, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les besoins de première nécessité. C'est quelque chose élémentaire, de base, qu'il faut avoir. Chacun de nous, il a ce besoin. C'est le besoin physiologique. Le besoin de base. Après avoir satisfait ces besoins, on passe tout simplement à un deuxième besoin. Le besoin de sécurité. Et il y a 3 types de sécurité. Il y a la sécurité par rapport à la santé, la sécurité par rapport à la santé, c'est-à-dire ne pas tomber malade, si jamais on tombe malade, on peut acheter des médicaments ou des couverts ou de l'assurance, et ainsi de suite. Besoin lié aux santé, sécurité liée aux santé. Deuxième élément, la sécurité liée à l'emploi, c'est-à-dire toujours maintenir ou garder
son travail. Troisième sécurité, c'est la sécurité par rapport au futur, par rapport à l'avenir. Après l'âge de retraite, il faut toucher sa retraite. Donc chacun de nous, lorsqu'on satisfait un besoin, lorsqu'on satisfait le besoin de notre nécessité, on passe au deuxième besoin, le besoin de sécurité. Je vous donne un exemple. Un licencié, un étudiant, il vient d'avoir son premier emploi. Son premier emploi, ça signifie son premier salaire. À votre avis, qu'est-ce qu'il va chercher dans un premier temps? Il va chercher d'abord à satisfaire les besoins de base. Acheter des vêtements, se nourrir comme il faut. Alors, constituer la base, la première base de motivation aux satisfaction des besoins. C'est les besoins de base. Par la suite, après 2 ans, 3 ans, il a satisfait tous les besoins portant sur l'aspect physiologique. Il va penser maintenant à quoi? À la sécurité. Alors, contracter de l'assurance, des maladies, penser à l'avenir, faire des petites épargnes, penser aussi à l'avenir, contracter par exemple l'assurance de retraite. Alors là, on commence à penser à long terme. On satisfait un besoin, on passe à un autre. Troisième besoin, c'est les besoins sociaux. Lorsqu'on parle de besoins sociaux, on parle d'amour, d'amitié, d'appartenance, d'intimité. C'est-à-dire, à un certain moment, chacun de nous, il cherche à faire partie ou à appartenir à un groupe. Exemple, ce monsieur, travaillé par exemple, il a eu son premier salaire, il a travaillé pendant 2 ans, il a satisfait ses besoins, et il a contracté l'assurance, il a sécurisé son besoin. Maintenant, son travail, il a la sécurité. Il a l'assurance d'emploi, il a l'assurance de maladie, et il paie déjà la retraite. Maintenant, il va passer à un troisième besoin. C'est le besoin social. C'est le besoin social, le besoin d'appartenance. Qu'est-ce qu'il va faire pour aller dans votre famille? Marié. Et moi, c'est marié. Voilà, directement. Ça, nous, normalement, on a toujours la même. La réponse, elle a été donnée par les filles, pas par les garçons. On s'en rend compte. Dès qu'on va se marier, les hommes s'activent, on va faire une chose. Bon, on va prendre cet exemple. Il va se marier. Donc, elle va chercher l'appartenance à un groupe. Il va fonder une famille, il va avoir des enfants, et automatiquement, il va faire partie du groupe des mariés, et non plus du groupe des célibataires. Donc, après le troisième besoin, on passe au quatrième. C'est le besoin de simplement d'estime. C'est-à-dire, après un certain moment, on cherche à être estimé par son entourage, estimé par sa femme, son mari, estimé par ses enfants, estimé par ses collègues, estimé par ses partenaires, estimé par son entourage de façon générale. On cherche le respect de l'autre. On cherche l'estime de l'autre. Et dans ce sens-là, on parle de confiance, respect, estime personnelle. Dernier besoin, c'est le besoin d'accomplissement, le besoin de réalisation. C'est là où la personne qui cherche à faire quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire, généralement, le pèlerinage, c'est dans le cadre de besoin d'accomplissement. À un certain moment, on a fait tout, on a élevé nos enfants, et le reste, la dernière chose à faire, c'est aller au pèlerinage. Ça constitue un besoin d'accomplissement et de réalisation. Donc, s'il vous plaît, c'est quoi l'élément qui attire votre attention par rapport à cette pyramide? Premier élément, c'est quoi? Les besoins sont comment? Hiérarchiques. Voilà le premier élément. Les besoins sont hiérarchiques. Deuxième élément, on ne peut pas passer à un besoin supérieur sans pour autant satisfaire le besoin inférieur. Très bien. Donc, il y a un degré de quoi? De satisfaction. Donc, 2 éléments très importants. La hiérarchie et le degré de satisfaction. La question que je me pose maintenant, est-ce que ces besoins, ou est-ce que cette logique, on peut appliquer pour tout le monde? Si vous dites non, expliquez-moi comment et pourquoi. Monsieur. La guerre. D'accord? D'accord. Donc, le fait que la guerre, ça entre dans l'exception. C'est pas la règle. Ça entre dans l'exception. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Monsieur. Ah, excellent. Des personnes riches, aisées,
est-ce qu'ils vont chercher à satisfaire le besoin physiologique? Parce que c'est déjà satisfait. Est-ce qu'ils vont chercher à satisfaire le besoin de sécurité? Non, c'est déjà fait. Et vont tout simplement chercher à quoi? À exécuter, à faire un travail. Comme quoi, voilà, moi aussi je travaille. Donc les niveaux de satisfaction dépendent d'une personne à l'autre. Mais la logique qu'il faut dire, parce que par la suite on a développé, vous allez voir chez Master, en troisième année de Master, on a développé d'autres méthodes plus importantes, plus approfondies par rapport à la notion de motivation. Alors, la principale lecture, le principal enseignement et la principale, idée pour partir de cette approche, c'est que, selon Maslow, l'homme est là une série de besoins. Il suffit de satisfaire un besoin pour déclencher un autre. Il y a des séquences, il y a un processus qui continue. Est-ce qu'à votre avis, le besoin vont s'arrêter à jouer? Oui, vont s'arrêter les jours de notre mort, ça c'est sûr. Le besoin, par rapport à notre aspect biologique, vont s'arrêter un jour. Mais tant qu'on est vivant, le besoin sera bien sûr toujours enchaîné. Donc, il y a cet aspect. La question qui se pose, est-ce que l'organisation peut toujours satisfaire ses besoins? Donc, voilà la logique de Maslow, elle est importante. C'est une modélisation du comportement axé sur le besoin. Nous allons voir maintenant la logique de FE qui met en évidence la notion surtout de satisfaction. Alors, selon FE, s'il vous plaît, pour agir d'un point de vue, pour expliquer la notion de satisfaction, nous allons faire appel à deux facteurs. La théorie de deux facteurs. Et ce qu'on appelle les facteurs d'insatisfaction et les facteurs de satisfaction ou de motivation. Alors, s'il vous plaît, je demande votre attention. Si je vous demande, si je vous dis, ou je vous interroge sur les conditions de base qu'il faut avoir pour travailler, c'est quoi le minimum pour vous, pour un premier emploi? Le salaire. Est-ce que vous êtes intéressé par le salaire? Oui ou non? Oui. Donc le minimum c'est combien? SMIC. Combien? 10 000 dirhams. Tu restes dans cette coule des 10 000 dirhams et c'est dans votre SMIC. Oui, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien. C'est bien, l'ambition c'est toujours quelque chose de bien. Mais trop d'ambition tue l'ambition. Faites attention. Alors, minimum, soyez raisonnable. 5 000, 7 000, avec une licence. Moi, je dis avec une licence. 4 000. D'accord, c'est bien, ça se voit que vous n'avez pas été sur le marché du travail. Ok. Alors, soi-disant qu'un licencié, sous bien attention, un licencié, il se dit pour moi le minimum. Un licencié, il se dit bon voilà le minimum par lequel je peux travailler, c'est 3 000 dirhams. Ça c'est le minimum. Ça signifie quoi, s'il vous plaît? C'est que si jamais elle trouve un travail moins que 3 000 dirhams, elle ne va pas travailler. Mais s'il trouve un travail avec 3 000 dirhams, elle va travailler. Mais est-ce qu'il sera motivé? Il sera juste satisfait. Alors c'est quoi la différence entre la satisfaction et la motivation? Lorsqu'on dit quelqu'un qui est satisfait, oui? Ça c'est la motivation. À court terme, d'accord, ok, qui peut dire autre chose? Lorsqu'on parle de satisfaction, je suis satisfait, ça signifie quoi? Que par rapport aux conditions de travail, voilà, je peux travailler. Je suis content des conditions, je peux travailler. Mais ça ne signifie pas que je vais dépasser mes capacités. La motivation, ça signifie quoi? Que la personne, elle peut dépasser ses capacités. Elle peut faire plus, sans lui demander de faire plus. La motivation, ça signifie quoi?
je me contente de faire le nécessaire. La motivation, je dépasse le nécessaire. Eh bien, chacun de vous, il a ses propres conditions, ses propres facteurs, soi-disant, qui vont lui permettre de quoi? De garder un certain seuil de travail ou de quantité au niveau de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les facteurs d'insatisfaction. Si jamais ces choses ne sont pas respectées, vous allez être pas satisfait, vous allez être insatisfait. Le salaire, les conditions de travail, par exemple la promotion. C'est une question qu'on pose souvent. Quels sont les éléments que vous jugez intéressants pour travailler? Donc chacun de vous est le salaire, être comment dire le condition de travail. Il y a les filles, selon l'enquête qui est réalisée par l'NMS, ils sont intégrés par des variables très importantes. Laquelle? C'est par rapport à notre culture. Les hommes au Maroc, ils portent sur 3 éléments. Le salaire, les conditions de travail et la promotion interne. C'est la logique des hommes. Les femmes, 3 choses. Mais la troisième variable, elle est différente. Le salaire, les conditions de travail, la troisième variable, c'est la proximité. Beaucoup de femmes, des filles au Maroc, ils insistent sur ce point. La proximité par rapport à quoi? Par rapport à leur foyer, là où il habite avec soit son mari, soit avec sa famille. Pourquoi? Parce que dans notre culture, la femme s'attache beaucoup plus à la famille qu'au travail. Donc, si jamais ces éléments-là sont là, on les respecte, et bien, alors la personne peut travailler. Donc, il y a 2 éléments. Des facteurs. Si jamais on ne les respecte pas, on sera insatisfait. Le salaire, ce sont des éléments portant sur la motivation, les conditions de travail, la rémunération, la sécurité d'emploi. Il y a des facteurs de motivation, ce sont des facteurs qui vont influencer positivement le comportement de la personne, c'est la reconnaissance, l'appartenance, l'intérêt du travail, et ainsi de suite. Donc pour les deux, il y a le minimum, il y a le plus. Est-ce que le minimum? C'est les conditions qu'il faut avoir au minimum pour que la personne soit motivée. Ça, c'est le minimum. Le plus, c'est les choses que la personne peut avoir ou qui va lui permettre d'être influencée ou d'être tout simplement ou d'avoir une certaine motivation plus ou moins importante au niveau d'une organisation. Alors, comme vous pouvez le constater, ces 2 facteurs ils ressemblent à ceux de Maslow. Parce que pour les facteurs de satisfaction, on est dans la rémunération, on est dans les conditions de travail, on est dans le besoin physiologique, par rapport à l'aspect élémentaire, basique. Et deuxièmement, on est dans la reconnaissance de soi, l'appartenance du groupe, l'intérêt du travail, on est dans les 3 derniers besoins, c'est-à-dire le besoin social, le besoin d'estime et le besoin, bien sûr, d'accomplissement. Donc, s'il vous plaît, la limite qu'on adresse à cette logique, c'est quoi? C'est que les facteurs d'insatisfaction pour cette personne, elles sont différentes des facteurs d'insatisfaction pour cette personne. Donc, pour 3 personnes, on peut avoir 3 types de facteurs d'insatisfaction. Mais lorsqu'on dit le salaire, si le salaire est partagé comme étant un facteur d'insatisfaction, le salaire diffère d'une personne à une autre. Il y a une personne qui va dire, moi je cherche 3 milliards minimum. Une autre va vous dire, 2 milliards c'est largement suffisant. Et l'autre va vous dire 7 milliards. Donc même le salaire diffère d'une personne à une autre. Donc la logique de résultat, il est important. Il complète celle de Maslow. Mais sa principale limite, c'est qu'on n'a pas quand même listé les différents facteurs. Donc, nous allons voir maintenant la 6e approche, celle de McGregor. Le comportement X et le comportement Y. Alors, s'il vous plaît, le comportement X, c'est le comportement négatif. Quel est le comportement négatif? C'est un comportement qu'on juge pas du tout intéressant dans une entreprise. Alash, votre attention. L'homme, pour le comportement X, l'homme, il éprouve une aversion naturelle pour le travail. Est-ce qu'il y a une aversion naturelle pour le travail? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. Excellent monsieur, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. Quelqu'un qui considère le travail comme étant quoi? Une contrainte. Quelqu'un qui considère le travail comme étant quelque chose d'obligé. Et
elle est là, elle travaille parce qu'elle est obligée de travailler. Ça بحال va. هذا بحال Alors, automatiquement, c'est quelqu'un qu'il faut contrôler, quelqu'un qu'il faut contraindre, quelqu'un qu'il faut superviser. Regardez bien, la direction doit contraindre, doit contrôler, doit même menacer. L'homme, il préfère être dirigé et il évite toutes les responsabilités. C'est-à-dire que l'homme ici, c'est quelqu'un qui cherche tout simplement à être dirigé et qui prend la responsabilité. Le style de direction qu'on doit appliquer, c'est un style autoritaire, centralisé et proche de taylorisme ou de taylorisme. Alors, qu'est-ce qu'on pense par rapport à ce comportement, s'il vous plaît? C'est un comportement positif ou négatif pour l'organisation? À l'âge négatif. Positif. Parce que la personne, elle est comment? Il ne s'applique pas. Et elle considère votre travail comme étant une contrainte. C'est une personne qu'il faut toujours contrôler. Alors, est-ce qu'il faut donner l'initiative pour ces gens-là? Est-ce qu'il faut donner l'initiative? Alors, il faut appliquer quel style? Autorité. Alors, deuxième théorie, ce qu'on appelle la théorie Y. C'est l'antipode, c'est l'inverse, c'est le contraire de la théorie X. Dans ce cas, vous avez, le premier trait, c'est que le travail peut être une source de satisfaction. Alors la personne ne considère pas le travail de façon négative, l'inverse. Il le considère comme quelque chose qui est positif. Et il y a une direction par objectif, c'est-à-dire que la personne, on lui montre les objectifs à réaliser, et la personne travaille sur ses objectifs. On n'est pas là juste pour dire, voilà, la personne qui est dans l'obligation de faire ça et ça, mais on lui montre ce qu'il faut faire par rapport à ses objectifs. Alors, pour impliquer cette personne, on fait référence à 3 types de motivation pour satisfaire les 3 derniers besoins de Maslow: besoin d'accomplissement, besoin d'estime et besoin d'appartenance, de besoin social. Les hommes, ils sont capables de créativité, donc il faut donner l'initiative, il faut les appliquer, et il faut exploiter les potentialités des hommes. Pourquoi? Parce que généralement, les potentialités humaines ne sont pas exploitées, et généralement, il faut mettre en place un style de management axé sur les relations, sur les ressources humaines. Donc le deuxième style est un style positif ou négatif. C'est un style positif. Pourquoi? Parce que c'est un style qui permet à la direction générale d'impliquer et de faire participer la personne. Alors, si je vous demande le style des Marocains, d'un Marocain, il est où? Le style qui prime X ou Y? Mélange. X, vous êtes sûr? Y. Eh bien, il y a un autre style. XY. C'est le style Z. Alors, s'il vous plaît, vous avez le comportement du Marocain, vous avez le comportement X et le comportement Y. Eh bien, généralement, un Marocain, il adopte un style, un comportement X, à un certain moment, il adopte un comportement Y. Après 2 jours, il change son comportement X. Après 3 jours, il a un autre comportement Y. C'est ce qu'on appelle le comportement Z. Le comportement Z, c'est quoi? C'est le fait que la personne, elle change d'allure, de position entre comportement X et comportement Y. Attention, moi je préfère avoir un seul comportement que d'avoir plusieurs comportements. Au chien, celui qui a fait l'étude de comportement Z, il considère ce genre de comportement difficile à gérer. Parce que dans le management, il y a des facteurs maîtrisables, il y a des facteurs non maîtrisables. Quels sont les facteurs maîtrisables? Ce sont des facteurs qui portent sur la personne, sur l'organisation, sur lesquels je peux agir. Exemple, le salaire, les conditions de travail, la promotion. Mais il y a d'autres facteurs externes sur lesquels je ne peux pas agir. Exemple, la satisfaction, mais pas dans l'entreprise, non. Par exemple, ses relations avec la famille. S'il a des problèmes avec sa femme, ou il a des problèmes avec son mari, s'il a des problèmes dans sa famille, est-ce que en tant que manager, en tant que je peux agir sur ça? Je peux appeler sa femme et dire, soyez gentil avec lui parce qu'il se déconcentre dans mon travail. Est-ce que je peux faire ça? C'est quelque chose qui dépasse l'organisation. Et c'est ça qui crée ce comportement Z. Donc, s'il vous plaît, pour moi, il faut mettre en place quoi? C'est quoi la conséquence de ce projet?
place deux styles de management. Un premier axé sur le taylorisme et un deuxième axé sur les ressources humaines. Pour la première fois, on dit attention, l'homme n'a pas un seul comportement. Donc l'entreprise doit s'adapter, doit adapter son style selon les différents comportements. Voilà la logique de MacGregor. C'est une très bonne logique. Et aujourd'hui, on les utilise souvent, on les utilise toujours, parce que dans notre entreprise, on trouve des gens qui ne sont pas intéressés par le travail et d'autres qui sont intéressés. Maintenant, la question auquel MacGregor n'a pas trouvé ou n'a pas proposé des éléments de réponse, c'est quoi? C'est, là je vous montre attention. La principale limite, ce qu'on reproche à MacGregor, c'est quoi? C'est qu'il a considéré ces deux comportements comme étant des données brutes. Et on ne peut pas les changer. Vous avez une personne ayant un comportement X, tu appliques le style taylorien. Vous avez une personne ayant un comportement Y, tu appliques l'approche ressources humaines. Mais il n'a pas posé la question. Est-ce que je peux changer le comportement X en le rendant comportement Y? Est-ce que je peux assurer ce transfert de X à Y et d'éviter à ce que le Y soit le X? Et il n'a pas répondu à cette question, ce qui a fait l'objet d'autres études par la suite. Alors, la septième logique, c'est la logique de Likert. Elle est venue pour, soi-disant, consolider l'approche de Goffman. Alors, pour Likert, s'il vous plaît, dans une entreprise, ou dans une organisation, dans un groupe, le leader, le chef, peut adopter l'un des deux comportements suivants. S'il vous plaît, vous avez deux comportements. Un comportement orienté vers la tâche et un comportement orienté vers les relations humaines. C'est-à-dire un comportement orienté vers la tâche. C'est le fait que la personne, que le chef, ne s'intéresse qu'au travail. Comment faire le travail et quelles sont les tâches à effectuer. Et il ne s'intéresse pas à l'homme. Abstraction faite de l'homme. L'homme, c'est quelque chose qui est un secondaire. Un bon travail peut donner lieu, par la suite, à une motivation. Voilà la logique, la première logique. Alors là, je vais essayer de tracer ça comme ça pour voir les liens de cause à effet. Alors, vous avez soulevé l'homme. Vous avez d'abord pour la première approche. D'abord, le travail. Si on assure un très bon travail, si on respecte la procédure, si on exécute des tâches, eh bien, la conséquence par la suite, c'est que on va donner des primes. Et lorsqu'on donne des primes, l'homme, il sera motivé. Donc d'abord, on va s'intéresser au travail, puis on va s'intéresser à l'homme. Deuxième approche, on va d'abord s'intéresser à l'homme. Le fait qu'on s'intéresse à l'homme, au lieu de donner des primes, on améliore son travail, ça va donner lieu à un bon travail. Alors qu'est-ce que vous constatez ici? La logique, elle est la même. C'est juste la procédure qui diffère. Le premier comportement, on commence par le travail, puis le social. Ah, le social. La deuxième logique, c'est-à-dire orientation vers les relations humaines, on commence par l'homme et par la suite, comme je disais, le travail. Donc, c'est vrai, on est dans la même philosophie, on est dans la même logique, mais la façon par laquelle on exerce les choses, par laquelle on va atteindre, on va respecter, on va mettre en place cette logique, diffère d'un comportement à l'autre. Ceci dit tout simplement que même le style de management que nous allons mettre en place diffère selon cette logique. Alors, s'il vous plaît, l'orientation vers la tâche, regardez bien, la préoccupation principale du leader est de réaliser les objectifs. Elle privilégie l'efficacité au dépôt des relations entre les membres, c'est-à-dire d'abord le travail, à des relations. Deuxième élément, le leader il apporte plus d'intérêt aux émotions, au personnel, et cherche le bien-être dans les relations interpersonnelles avant la performance. La logique toujours, il y a une performance.
première logique, on commence par le travail. Et la deuxième logique, on commence par l'homme. Alors, dans ce sens, s'il vous plaît, Likert, il a mis en évidence la logique axée sur la notion de style. Alors, pour lui, il a mis en place 4 styles. On a soulevé les 4 styles. Vous avez l'autoritaire exploiteur, autoritaire paternaliste, consultatif et participatif. Alors, Likert, il a mis en place 3 styles. Rappelez-moi les 3 styles de Likert: autocratique, démocratique et laissé. Eh bien, dans ce cas-là, Kurt, lui, par nécessité Kurt, il a développé 4 styles autoritaires. Mais dans l'autoritaire, il y a 2. Il y a l'autoritaire exploiteur et l'autoritaire paternaliste. Je vous explique c'est quoi la différence. Il y a le consultatif et le participatif. Alors, c'est quoi l'autoritaire? L'autoritaire, c'est lui qui est comment? Qui décide seul. Mais il y a une différence entre l'exploiteur et le paternaliste. L'exploiteur, il ne s'intéresse absolument pas à l'homme. Et pour lui, l'homme, c'est une donnée qu'il faut utiliser comme la technologie, comme la machine, comme les locaux, comme la commence. C'est quelque chose de plus. Pour lui, pas question de parler de l'homme. Alors, c'est quelqu'un qui décide et il considère l'autre comme étant beaucoup plus une compte de contrainte. L'autoritaire est ici seul. L'autoritaire paternaliste est ici seul. Mais attention, et là, il considère l'homme comme étant une variable qui peut être positive ou négative. Donc, il y a deux possibilités. Soit ça peut être quelque chose qui est positif, soit ça peut être quelque chose qui est négatif. Donc, automatiquement pour lui, alors il va ça fait une précaution. Mais attention, elle est toujours le seul qui décide. Le consultatif, on a le terme consultatif. Avant de prendre la décision, elle consulte. Mais c'est toujours lui qui décide. Alors, dans les 3 logiques, qui décide? C'est le chef. La dernière logique ou approche participative, regardez la participation. Dans ce cas-là, tout le monde participe à la prise de décision. Donc voilà les 4 cycles qui ont été développés par cet auteur. Et nous allons voir par rapport à la première approche de la confiance. Le premier, regardez, l'autorité exploiteur, aucune confiance. Aucune confiance. L'homme, c'est une contrainte. Deuxième, autoritaire paternaliste, une confiance limitée, elle lâche. Parce que pour lui, l'homme, il peut être contrainte comme il peut être une valeur ajoutée. Donc, il y a un risque. Donc, la confiance, elle est limitée. Le consultatif, il y a une grande confiance. Elle fait confiance aux gens. Parce que elle les consulte. Et dernière approche, c'est une confiance absolue. Elle lâche parce qu'il les implique dans la prise de décision. Un autre élément, le deuxième, la motivation. Pour l'exploiteur, l'autorité exploiteur, elle utilise la sanction et la contrainte. Elle utilise la sanction et la contrainte, parce que pour lui, l'homme, c'est beaucoup plus une menace. L'autoritaire paternaliste, étant donné qu'il y a des logiques, alors il tend vers la récompense. Pour lui, ça peut être quelque chose qui est positif ou quelque chose qui est négatif. Donc, il tend vers la récompense. Le consultatif, il les applique, et le participatif, il récompense, mais sur la base de participation. Alors, ceci dit quoi? Ceci dit tout simplement que dans une logique de motivation, dans une logique d'action, le leader doit développer un style de management selon les caractéristiques de son groupe. Alors, nous allons voir 2 autres logiques, toujours par rapport à ces 2 éléments. Pour la communication, pour l'autoritaire exploiteur, regardez la communication, elle est comment? Elle est descendante. Achetez la communication, elle est quoi descendante? C'est les ordres. Les ordres et les consignes. Autoritaire paternaliste, elle est descendante, elle est
faible, mais au moins elle est meilleure que la première. Consultatif, elle est descendante et ascendante. Participatif, descendant, ascendant et transversal. Là, parce qu'on est dans la partie participation. Dernier élément, par rapport à la décision, bien sûr, l'autoritaire paternaliste auto-exploiteur, c'est au sommet de l'organisation. Autoritaire paternaliste au sommet des échelons intermédiaires. Pour le consultatif, c'est au niveau du sommet, au niveau des échelons et au niveau de la base. Participatif, c'est le groupe qui va décider. Alors, qu'est-ce qu'on constate par rapport à cette approche? Dans ce sens, il a identifié un élément important, lequel? C'est qu'on ne peut pas dire que ce style est meilleur que ce. Il faut mettre en place un style selon quoi? Selon les caractéristiques du groupe. C'est pour la première fois qu'on parle d'un style. C'est le style situationnel. Qu'est-ce qu'on le style situationnel? C'est un style qu'on va mettre en place selon la situation. Et dans ce sens, on va faire référence à une phrase qui a été souvent identifiée par Meisberg. Le meilleur style, c'est quel style soufflé par 24 participatif, c'est de n'avoir aucun style. C'est-à-dire qu'il faut changer son style selon le contexte, selon la situation. Donc voilà la logique de Likert qui est importante dans le sens de développement. Dernière approche, dernière logique dans les relations humaines, c'est la logique de Chris. Alors s'il vous plaît, Chris, il met en évidence deux choses. La théorie de l'apprentissage individuel et l'apprentissage collectif. L'apprentissage individuel et l'apprentissage collectif. Alors, s'il vous plaît, pour comprendre ce principe, je vais vous expliquer un point. S'il vous plaît. Christ, il a posé la question suivante. Pourquoi certaines organisations évoluent plus rapidement que d'autres? Pourquoi certaines organisations évoluent plus rapidement que d'autres? Pour répondre à cette question, elle a fait référence à une notion. L'apprentissage. L'apprentissage. Et bien, lorsqu'on parle de l'apprentissage, il y a deux types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage individuel et un apprentissage collectif. Et lorsqu'on parle de l'apprentissage individuel, on parle de ce qu'on appelle la capacité d'apprentissage. La capacité d'apprentissage. Maintenant, la question que je vous pose, c'est quoi la capacité d'apprentissage, s'il vous plaît? Lorsqu'on parle de capacité d'apprentissage, ça signifie quoi? Vous avez, je demande votre attention ici. Vous avez ici les compétences, vous avez le temps, et vous avez les compétences ici. Donc on a croisé deux choses. Les compétences, et on a croisé le temps. Une personne, elle a eu un niveau de compétence 1 à la date T0. À la date T1, après une année, la personne, elle a passé de la compétence 1, niveau 1, à la compétence 2, niveau 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la personne, elle a une capacité d'apprentissage. Parce que la capacité, elle est définie par quoi? Par le passage d'une compétence à une autre. C'est le fait que la personne, elle passe d'une compétence à une autre. Exemple, j'ai la capacité ou la compétence 1. Je parle anglais. Mais je n'arrive pas à l'écrire. À force d'écouter, de regarder les films, je parle anglais. La capacité 2, c'est pouvoir écrire en anglais. Le fait que je passe de cette capacité, de cette compétence à une autre, c'est ce qu'on appelle la capacité
Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on a la même capacité d'apprentissage? Est-ce que ces deux modèles, par exemple, ils ont la même capacité d'apprentissage? À l'âge. Monsieur? On a une bonne connaissance. Mais est-ce que nous, on peut avoir la même capacité? Parce que la capacité, elle n'est pas définie que par le passage d'une compétence à une autre. Votre attention. Ça, c'est Hamid. C'est la capacité de Hamid. Je vais vous donner la capacité, par exemple, de Ahmed. Alors, voilà la capacité de Ahmed. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Qui a la capacité d'apprentissage la plus importante? Le premier ou le deuxième? Le premier. À l'âge. Le temps. Excellent, monsieur. Lorsqu'on dit la capacité d'apprentissage, il n'est pas mesuré que par la possibilité d'avoir une nouvelle compétence, mais aussi le temps qui a été nécessaire pour avoir cette compétence. On peut être, vous allez être des licenciés, vous allez intégrer le travail. Soyez sûr, les capacités d'apprentissage diffèrent d'une personne à l'autre. Donc le premier niveau de la capacité d'apprentissage dépend de deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est passer d'un niveau de compétence inférieur à un niveau de compétence supérieur. Toute personne qui a la capacité ou qui a la possibilité d'améliorer ses compétences, on peut dire qu'il a une capacité d'apprentissage. Voilà le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le temps alloué à ce passage. C'est-à-dire, la personne avait besoin de combien de temps pour passer d'une compétence inférieure à une compétence supérieure. Je vous donne un autre exemple. Alors, cette fois-ci, un exemple de Farid. Qu'est-ce que vous constatez ici? Est-ce que cette personne a une capacité d'apprentissage? À l'âge. Parce qu'il a toujours la même compétence. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous, l'apprentissage individuel dépend de deux choses. La capacité de la personne à passer d'une compétence inférieure à une compétence supérieure. Et deuxième élément, c'est la capacité de la personne à gagner en termes d'apprentissage selon le temps. Voilà l'apprentissage individuel. Maintenant, nous allons passer à un autre élément très important. C'est l'apprentissage collectif. Alors, s'il vous plaît, Chris, il a constaté une chose. Il a constaté que les entreprises qui sont performantes ou qui développent un niveau de performance, ce sont ce qu'on appelle les entreprises apprenantes. Apprenantes. Notez ça très très bien, s'il vous plaît. Apprenantes. Alors, c'est quoi l'entreprise apprenante? C'est une entreprise où l'apprentissage collectif, elle est très élevé. Alors, s'il vous plaît, vous avez un groupe, vous avez des individus. Moi, la question que je me pose, quels sont les déterminants de l'apprentissage collectif dans ce groupe? Quels sont les déterminants de l'apprentissage collectif? Oui, je vous écoute. Premier élément, c'est la nature des relations. La nature des relations, c'est-à-dire, si les relations sont positives, est-ce que l'apprentissage va être important ou faible? À l'âge. Parce qu'il y a cohérence, il y a échange. Donc, première condition, c'est quoi? C'est la cohésion du groupe. La cohésion du groupe. Voilà le premier élément. Deuxième élément aussi important. Mademoiselle. Là, excellente. La complémentarité. Elle a la complémentarité. C'est un élément déterminant. Vous avez, regardez, vous avez Ahmed et Hamid. Les deux, ils ont les mêmes compétences. Le même savoir-faire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un apprentissage collectif très intéressant? Non. À l'âge non. Pourquoi? Parce que l'échange sera limité. Pourquoi il sera limité? Parce que tout simplement ce que A,
ce qu'il a comme compétence, B aussi, il a la même chose. Supposons que A et H, Ahmed et Hamid, ils ont des compétences différentes, mais complémentaires. Est-ce que ça va être important en fait? Alors, parce que l'un complète l'autre. Donc, deuxième niveau, s'il vous plaît, de l'apprentissage collectif, c'est la complémentarité. La complémentarité. Notez ça, s'il vous plaît. Vous notez ça. Ça peut faire l'objet de l'examen. C'est jamais. Alors, troisième condition, la solidarité. Alors, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de solidarité, ça signifie quoi? La possibilité que le groupe persiste aux pressions externes. Donc, la cohésion, c'est la qualité des relations. La complémentarité, c'est par rapport aux compétences. La solidarité, c'est par rapport, bien sûr, à l'existence du groupe. Solidarité du groupe. Donc, je répète pour les gens qui n'arrivent pas à lire ça. Donc, il y a trois conditions. La cohésion du groupe. Deuxième condition, la complémentarité. Troisième condition, c'est la solidarité du groupe. Donc, la logique de crise, elle est importante. La logique d'apprentissage, elle est importante. Pourquoi? Parce que pour lui, s'il vous plaît, il faut concevoir et développer ce qu'on appelle des organisations apprenantes. Alors, moi je pose une question. À chaque fois que il y a une organisation apprenante, c'est quoi la signification de l'organisation apprenante? Hein? Vas-y. Ah, c'est une organisation qui arrive à quoi? À apprendre avec le temps. En fait, qui peut apprendre dans une organisation? C'est des machines. Oui, c'est le personnel, c'est l'homme. S'il vous plaît, la logique. La logique de crise, il a donné lieu à ce qu'on appelle knowledge management, c'est-à-dire la gestion des connaissances. Il faut gérer les connaissances au niveau de l'organisation. Il faut développer les connaissances de l'organisation. Parce que pour lui, les entreprises qui arrivent à développer l'apprentissage collectif, ce sont les organisations apprenantes. Et ce sont les organisations favoriser les potentialités des hommes. Alors là, bien sûr, on peut parler du succès psychologique. Alors, c'est quoi le succès psychologique? Lorsqu'on parle de succès psychologique, c'est le fait que la personne n'arrive tout le temps, tout simplement, à atteindre ses objectifs par rapport à l'apprentissage, par rapport au développement de l'apprentissage. Et ça, c'est un élément positif. Il y a un impact positif sur l'équilibre cognitif et l'équilibre psychologique de la personne, et en conséquence, c'est l'équilibre psychologique et l'équilibre social dans une organisation. Donc, la dernière approche de l'école des relations humaines, à savoir l'approche axée sur l'apprentissage, c'est l'approche déterminante. Pourquoi? Parce que pour la première fois, quand mieux on exauce un point, c'est quoi ce point? C'est que l'avenir de l'organisation, l'avenir de l'entreprise, ne dépend pas tout simplement du savoir-faire dont il dispose actuellement. Non. Il dépend aussi de la capacité de l'organisation à préserver. Parce que s'il ne préserve pas ce savoir-faire, il sera exploité par qui? Et par les comptes, les comptes. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous par rapport à ces deux points. On parle de deux éléments très importants. L'apprentissage individuel, qui dit apprentissage individuel, on fait référence à deux choses. Le passage d'un niveau de compétence inférieur à un niveau de compétence supérieur. Et qui dit apprentissage individuel, il est lié aussi au temps consacré pour cet apprentissage. Ceci dit quoi? Ceci dit que l'apprentissage individuel diffère de personne à une autre. Bien sûr, l'apprentissage individuel, c'est une composante déterminante de l'apprentissage collectif. Lorsqu'on dit l'apprentissage collectif, c'est la capacité des personnes à apprendre au niveau d'un groupe. Et cette capacité elle dépend de trois choses. On a dit la première chose, c'est la cohésion du groupe. Plus le groupe est cohérent, plus les conditions d'apprentissage sont propices. Deuxième élément, la complémentarité.
conditions négatives, ce qui peut provoquer par la suite des conflits. Troisième élément de l'apprentissage collectif, bien sûr, c'est la notion de solidarité. Plus le groupe est solidaire, plus la tendance, bien sûr, à apprendre, à mettre en place des bases solides, des bases qui sont vraiment qui pour le développement de l'apprentissage. Voilà ce que la logique de l'école des relations humaines. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce que l'école des relations humaines a apporté des réponses concrètes aux limites de l'école classique? C'est la question que je pose. Est-ce qu'elle a apporté une réponse concrète aux limites de l'école classique? C'est quoi la limite de l'école des relations humaines et la limite de l'école classique? Les deux, en fait, elles présentent une seule limite. En fait, la principale limite, vous savez c'est quoi? C'est que les deux logiques classiques des relations humaines, elles ont proposé un modèle. Ils ont proposé un modèle. Le modèle proposé par l'école classique, il y a trois modèles. C'est le modèle OST, OAT et le modèle démocratique. L'école des relations humaines, elle a proposé un modèle, c'est le modèle social. Et pour les deux écoles, il y a le principe de one best way, c'est-à-dire une seule façon et unique façon pour faire les choses. L'expérience, avec le temps, elle a montré que la logique et la vision des deux écoles était une vision limite des choses, de la situation de la réalité. Elle a changé. Certes, je peux appliquer l'école classique. Elle est bien le modèle classique. C'est un très bon modèle, rien à dire. Je peux l'appliquer, mais dans certaines situations. C'est-à-dire, ce n'est pas un modèle universel, ce n'est pas un modèle standard. Elle est applicable, mais avec des conditions. Deuxième école, deuxième logique, deuxième vision sociale. Et bien la même chose. Tout ce qu'on a apporté comme élément, le groupe, la motivation, l'application, l'apprentissage, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas un modèle qu'on peut appliquer dans toutes les situations. Surtout lorsqu'on a constaté que deux modèles différents donnent lieu au même résultat. On peut appliquer un modèle axé sur les approches ou axé sur les variables, les valeurs classiques, et un modèle axé sur les valeurs de relations humaines, et les résultats sont identiques. Donc pour la première fois, on commence à dire attention, il y a un problème par rapport à l'universalité, par rapport à la standardisation des modèles. C'est pour cette raison, la troisième école, l'école de la contingence, ce qu'on appelle la contingence des organisations, elle a catégoriquement éradiqué le principe de l'école classique ou le principe de l'école des relations humaines. S'il vous plaît, je vais dire votre attention sur un point. L'école classique, l'école des relations humaines, elle insiste sur un principe, lequel? Le one best way. La meilleure méthode pour faire les choses, pour l'OST, c'est la science, pour l'OAT, c'est le management, pour la démocratie, c'est la règle. Pour les relations humaines, c'est le social. Et bien pour la contingence, c'est tout. Il faut faire une combinaison. La contingence, c'est ça. Je vais vous expliquer ce que c'est pour la contingence. Le facteur qui est conjoint. Alors, s'il vous plaît, regardez bien le premier principe. Contrairement à l'école classique et l'école des relations humaines, l'école de la contingence, il considère que le one best way n'existe pas. Même que j'en ai le one best way. Je ne peux pas dire que si j'applique l'OST, j'aurai des bons résultats. Si j'applique l'OAT, j'aurai des bons résultats. Je ne peux pas dire ça. Lâche. Parce que ce sont les caractéristiques du contexte qui déterminent en quelque sorte le modèle à choisir. Regardez s'il vous plaît le principe. La contingence, c'est la possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas. Elle réagit. Il y a la probabilité. Et vous dites, une organisation performante, c'est une organisation qui applique
organisation scientifique de travail. Donc il y a ici quoi? Cause, il y a la cause, il y a l'effet. L'écho de quoi? Alors, selon les codes de la confiance, on peut appliquer l'OST. Mais ça signifie pas qu'on va être complètement. On peut appliquer l'OST. Mais en aucun cas, on peut dire qu'on va être complètement. Ça signifie quoi? Que chaque modèle de procès, chaque vision, chaque notion de performance doit être traitée selon quoi? Selon des variables, selon des facteurs, qu'on appelle des facteurs de convergence. Alors, l'élément qui a suscité cette réflexion, c'est le modèle japonais. Est-ce le modèle japonais? Le modèle japonais est appelé par une culture différente, par une histoire différente, par des mécanismes de fonctionnement tout à fait différents du modèle du monde occidental. Et malgré ça, ça a donné à des bons résultats. Alors, est-ce qu'on peut dire que le modèle japonais, c'est un modèle standard pour faire partie? Parce que si on applique le modèle japonais, on va obtenir des résultats. À mon avis, si on applique le modèle japonais, est-ce que ça peut donner des bons résultats? Pas forcément. Ça peut donner à des bons résultats. Ça peut donner lieu à des mauvais résultats. On n'est pas dans la certitude. Alors, c'est quoi la signification de la contingence? C'est qu'il n'y a pas un modèle universel. Il n'y a pas un modèle standard. Il n'y a pas une recette magique. Il n'y a pas une recette magique. Un modèle peut fonctionner dans un contexte et dans un autre contexte peut-être ne va pas fonctionner, peut-être va apporter des résultats tout à fait contradictoires ou différents. Donc, s'il vous plaît, la logique de la contingence, regardez bien ici, l'école de contingence, elle tente de rendre compte de la manière dont se structurent les organisations en étudiant l'influence des variables du contexte et les caractéristiques de l'organisation. C'est-à-dire quoi? Pour mieux expliquer ce point. Lorsqu'on parle de la contingence, vous avez une organisation. Alors, s'il vous plaît, les classiques. Je vous donne les classiques. Pour les classiques, vous avez une organisation. L'organisation, par exemple, pour tout à l'heure, il faut appliquer l'OST. Le fait qu'on applique l'OST, alors, c'est un modèle qu'on va appliquer, quel que soit quoi, quelles que soient les conditions internes ou les conditions externes. C'est ça la logique de l'OST. Eh bien, l'école de contingence, elle vous dit non. On ne peut pas agir de cette façon. Pour choisir un modèle d'organisation, il faut prendre en considération les facteurs internes et les facteurs externes. Donc, une organisation, c'est le résultat des facteurs, ou de la combinaison des facteurs internes et des facteurs externes. C'est pour la première fois qu'on parle de facteurs de contingence internes et de facteurs ou des facteurs de contingence externes. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour une organisation, ou deux organisations qui travaillent dans le même secteur d'activité, on peut trouver deux modes différents. Donc, on est solution magique. On n'est plus dans la logique. Interne
S'il vous plaît. L'expérience a montré que les organisations qui sont les plus anciennes, qui sont les plus vieux, sont les plus qui résistent au changement. Sont les plus qui résistent au changement. Alors, un âge qui résiste au changement. L'âge, c'est un facteur négatif par rapport au changement. Qui peut m'expliquer pourquoi là c'est un facteur négatif par rapport au changement, par rapport à l'évolution? À l'âge. L'âge, les entreprises âgées, les structures âgées ont beaucoup de difficultés à accepter le changement. Regardez le dernier point ici, s'il vous plaît. Parce qu'ils résistent au changement. Parce qu'ils résistent au changement. Ça, c'est des points. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Oui? Les matières, c'est-à-dire les méthodes de travail, vous voulez dire. Bien sûr. Les méthodes de travail, avec le temps, on ne veut pas les échanger. Je vous donne un exemple. Maroc Télécom. On a privatisé Maroc Télécom. Alors, quelles sont les conséquences